As-tu déjà remarqué que les gens te regardent avec méfiance quand tu dis que tu préfères rester seul? Comme si tu avais enfreint une règle invisible de la société. Comme si choisir le silence plutôt que le bruit était le signe que quelque chose ne tourne pas rond chez toi. Mais laisse-moi te dire une vérité que personne n'aura le courage de t'avouer. Le problème n'a jamais été que tu aimes être seul. Le problème, c'est que tu t'es réveillé dans un jeu où tout le monde fait semblant d'avoir besoin d'une validation constante, d'un mouvement constant, d'une présence constante. Et quand tu arrêtes de jouer à ce jeu, quand tu élimines le superflu de ta vie, les gens ne te voient pas comme quelqu'un qui a évolué. Ils te voient comme une menace. Parce que tu as exposé le mensonge que tout le monde a accepté comme vérité. Le mensonge selon lequel tu dois être partout, connaître tout le monde, dire oui à tout. Les hommes qui ont appris à éliminer le superflu ont découvert quelque chose de radical. Tu n'as besoin de rien de plus. Tu as besoin de moins, beaucoup moins. Et quand tu coupes ce qui ne sert à rien, ça ne laisse pas un vide. Ça laisse un espace propre pour que tu puisses respirer pour la première fois depuis des années. Cette vidéo ne parle pas de minimalisme esthétique ou de rangement de dressing. Elle parle d'une chirurgie de l'identité. Il s'agit de regarder ta vie entière et de demander combien de tout cela ai-je vraiment choisi et combien ai-je seulement accepté parce que refuser semblait impossible. Si tu ressens ce poids constant, cet épuisement de te réveiller chaque jour et de devoir être la version de toi que tout le monde attend, reste avec moi. Parce que ce que je vais te montrer maintenant n'est pas confortable, mais c'est la vérité. Et au fond, tu sais déjà que tu es venu chercher la vérité, pas le confort. Visualise ça avec moi. Dimanche, 21h30. Tu es sur le canapé. L'appartement est silencieux. La lumière tamisée d'une lampe. Téléphone en main. Tu ouvres le calendrier de la semaine à venir et cette sensation familière apparaît. Ce n'est pas de l'anxiété. C'est pire. C'est ce poids dans l'estomac quand tu vois ton agenda plein et que tu réalises que tu ne veux rien faire de tout ça. C'est une sensation physique. Ça commence dans la poitrine, comme si quelqu'un y avait posé une pierre. Ça descend dans l'estomac. Tu sens tes mains devenir froides. Tu respires profondément, mais ça ne sert à rien. Parce que l'air entre mais ne soulage pas. Tu regardes l'écran allumé et chaque engagement ressemble à une condamnation. Pas une opportunité, une obligation. Et tu te demandes quand est-ce que vivre est devenu synonyme de purger une peine. Tu fais glisser ton doigt sur l'écran. Lundi, réunion avec ce client pénible, celui qui ne sait jamais ce qu'il veut mais sait toujours que tu n'as pas livré ce qu'il fallait. Tu vas sourire. Tu vas noter les changements. Tu vas dire que c'est possible même en sachant que ça ne l'est pas. Parce que dire non signifie confrontation. Et tu as appris il y a longtemps que la confrontation est dangereuse. Mardi, after work avec les collègues. Tu sais déjà comment ça va se passer. Les mêmes blagues, les mêmes conversations sur des séries que tu ne regardes pas. Tu vas rire au bon moment. Tu vas être d'accord avec des opinions qui ne sont pas les tiennes. Tu vas rentrer chez toi vide. Mercredi, dîner chez maman. Non pas que tu n'aimes pas ta mère, mais tu sais que ce sera toujours la même conversation. Elle va te poser des questions sur ta vie. Tu vas donner des réponses génériques. Elle sera satisfaite du mensonge. Parce que la vérité, la vraie, l'inquiéterait. Jeudi, verre avec ce pote du lycée. Vous vous parlez à peine depuis des années, mais il insiste pour garder contact. Tu vas passer 2 heures à faire semblant que vous avez encore quelque chose en commun. Samedi, anniversaire. À de quelqu'un dont tu ne te souviens même pas comment tu l'as rencontré. Mais refuser serait impoli. Alors tu y vas. Tu y vas toujours. L'estomac se noue. Tu verrouilles le téléphone. Ce silence pesant. Et la question que tu repousses chaque semaine réapparaît. Quand est-ce que ma vie est devenue ça? Quand est-ce que tu as arrêté de choisir pour commencer à simplement exécuter? Il y a un mélange de honte et de colère. Honte parce que tu sais que tu pourrais dire non. Colère parce qu'au fond, tout au fond, tu sais que tu n'as jamais appris comment. Tu te lèves du canapé, tu vas à la fenêtre, tu regardes la rue en bas. Il y a des gens qui marchent, des couples, des groupes d'amis qui rient. Tout le monde a l'air d'appartenir au monde. Et toi, ici en haut, regardant de l'extérieur, te sentant comme un extraterrestre qui a appris à imiter l'humain mais n'a jamais complètement maîtrisé le déguisement. La lumière du réverbère clignote. 1 fois, 2 fois, tu fermes les yeux. Tu poses ton front sur la vitre froide. Et pour un moment, juste un moment, tu laisses la vérité apparaître. Tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus de faire semblant que tout va bien.
Tu n'en peux plus de te réveiller pour une vie que tu n'as pas choisie. Tu n'en peux plus de sourire quand tu veux hurler, mais tu iras. Demain, tu te réveilleras, tu mettras le masque, tu joueras le personnage. Parce que c'est ce que tu fais. C'est ce que tu as toujours fait. Et l'idée d'arrêter, de vraiment arrêter, fait plus peur que de continuer. Parce qu'au moins, continuer, c'est connu. Changer, c'est sauter dans le noir. Et tu n'as jamais été à l'aise dans le noir. Et voici ce que personne n'explique. Tu ne t'es pas réveillé un jour en décidant de vivre comme ça. Tu as été dressé. Depuis l'enfance, tu as appris que dire oui, c'est la sécurité. Que plaire, c'est la survie. Que être le mec disponible, le mec qui aide, le mec qui est là, c'est ce qui te permet de rester inclus. Pense à la première fois où tu as dit non et où tu as été puni pour ça. Tu avais 5-6 ans. Ta mère t'a demandé de faire quelque chose. Tu étais occupé. À dessiner, à construire, à jouer. Tu as dit non, pas maintenant. Et sa réaction a été immédiate. La voix a changé. Elle est devenue froide, déçue. Ou pire, elle est devenue silencieuse. Ce silence chargé de désapprobation. Et toi, le petit enfant que tu étais, tu as senti le monde s'effondrer. Parce que pour un enfant, la désapprobation des parents n'est pas juste un inconfort. C'est une menace existentielle. C'est sentir que l'amour a des conditions, que tu n'es accepté que quand tu obéis. Alors tu as appris vite. Tu as lâché ce que tu faisais, tu as fait ce qu'elle demandait. Et le sourire est revenu. L'approbation est revenue. Le soulagement est venu comme une drogue. Et ton cerveau a enregistré « dire oui égale amour », dire non égale rejet. Ce schéma s'est répété 1000 fois. À l'école, quand le prof demandait un volontaire et que tu levais la main même sans vouloir, juste pour être le bon élève. À la maison, quand tes parents te demandaient de faire quelque chose pour tes frères et sœurs et que tu le faisais, même fatigué, parce que refuser serait égoïste. Avec les amis, quand ils décidaient du programme et que tu acceptais juste, parce que ne pas être d'accord serait compliquer les choses. Et à chaque fois, à chaque putain de fois, tu recevais le même renforcement. Ton obéissance était récompensée. Ton authenticité était punie. Chaque fois que tu exprimais un besoin et qu'il était ignoré, tu apprenais « mes besoins ne comptent pas ». Chaque fois que tu montrais qui tu étais vraiment et que tu recevais un silence gêné, tu apprenais « qui je suis n'est pas suffisant ». Chaque fois que tu as essayé de t'éloigner et que quelqu'un t'a fait sentir coupable, tu apprenais « me choisir moi-même ». C'est de l'égoïsme. Alors tu as construit une vie entière basée sur l'évitement de la désapprobation. Tu as fait entrer ta personnalité dans le moule qui rendait tout le monde confortable. Tu as dit oui tellement de fois que tu as oublié que tu n'étais pas obligé. Et maintenant tu es là, épuisé, pas de la vie, mais de vivre la mauvaise vie. Et avant de te montrer d'où ça vient, j'ai besoin que tu comprennes une chose. Si tu t'es reconnu maintenant, tu n'es pas seul. Il y a des milliers d'hommes qui ressentent exactement ça. Ce vide déguisé, en agenda rempli, cette solitude au milieu de la foule, cet épuisement de soutenir une version de soi-même qui n'est pas réelle. Et si ça fait mal d'entendre ça, c'est parce que j'ai visé juste. Parce que la vérité fait toujours mal avant de libérer. Alors, si tu as ressenti ça maintenant, pas seulement dans la tête, mais dans le corps, laisse en commentaire. Je me reconnais. Ce n'est pas juste de l'engagement. Quand tu écris, quand tu déclares, quelque chose change. Tu le sors du silence et tu l'amènes à la lumière. Et des milliers vont lire ton commentaire et penser « moi aussi ». C'est la communauté que tu as toujours voulu. Pas superficielle, réelle. Maintenant, laisse-moi t'emmener quelque part. Un moment précis. Tu as 9 ans. Salle de classe. Tu viens de terminer un projet. Ce n'était pas juste un devoir de plus. C'était quelque chose que tu as vraiment aimé faire. Tu y as passé tout le week-end. Dessiner, découper, coller. Tu as choisi le thème tout seul, les dinosaures. Parce que tu adorais les dinosaures. Tu connaissais le nom de tous. Tu connaissais les périodes. Tu étais ce genre d'enfant qui mémorisait l'encyclopédie pour s'amuser. Le jour de la présentation arrive. Tu es excité, vraiment excité. Tu montres le projet à la classe. Tu parles de chaque détail. Tu le vois sur leur visage. Ce n'est pas de l'admiration, c'est de la gêne. 2 garçons rient doucement. Tu sens ton visage brûler, rouge. Cette sensation d'avoir enfreint une règle que personne ne t'a expliquée. La maîtresse fait un sourire poli. Ce sourire que les adultes font quand ils veulent être gentils, mais qu'ils sont mal à l'aise.
Elle dit « Très créatif, mais tu aurais pu faire quelque chose de plus pratique, non? Quelque chose de plus utile. » Les autres enfants ont fait des maquettes de centrales électriques, des modèles de cellules, des choses sérieuses. Et toi, tu as apporté des dinosaures. Récréation. Tu ranges le projet au fond de ton cartable. Tu ne le jettes pas parce que tu l'aimes encore, mais tu ne le montreras plus à personne. Et là, dans cette cour de récré, tu fais une promesse silencieuse. La prochaine fois, je fais ce que tout le monde fait. La prochaine fois, je découvre ce qu'ils veulent avant de montrer qui je suis. Tu ne le sais pas encore. Mais tu viens d'installer un programme. Qui je suis n'est pas suffisant. Et ce programme va tourner pendant les 20 prochaines années. Chaque jour renforçant. Chaque expérience confirmant. Tu deviens adolescent. Le lycée. Tu aimes une musique que personne ne connaît. Un artiste obscur que tu as découvert par hasard. Tu adores ça. Les paroles te parlent d'une façon que rien d'autre ne fait. Tu veux partager. Tu veux montrer aux potes. Tu la mets à la pause. Et ils rient. Pas parce que c'est nul, mais parce que c'est différent. Parce que ça ne passe pas à la radio. Parce que ce n'est pas ce que tout le monde écoute. Et tu le ressens à nouveau. Cette chaleur sur le visage. Cette sensation d'exposition. D'en avoir trop montré. Tu enlèves la musique. Tu en mets une que tout le monde connaît. Et ils se détendent. Ils approuvent. Ils t'intègrent à nouveau. Et tu apprends une fois de plus. Cache ce qui est bizarre. Montre seulement ce qui est sûr. Les années passent. Tu entres à la fac. Tu rencontres de nouvelles personnes. L'opportunité de recommencer. D'être qui tu es vraiment. Mais tu ne sais plus qui c'est. Parce que tu as passé tellement de temps à être ce qui était attendu que tu as perdu le contact avec l'original. Alors tu observes. Tu regardes comment les autres s'habillent. Comment ils parlent. Ce qu'ils lisent. Ce qu'ils regardent. Et tu copies. Pas consciemment, mais instinctivement, parce que ton cerveau a appris. Appartenir, c'est survivre. Et tu deviens bon à ça. Tu deviens tellement bon que les gens te trouvent cool. Ils t'appellent, ils t'invitent. Tu as des amis, des relations, une vie sociale active, et tu devrais te sentir heureux. Mais il y a quelque chose qui cloche, quelque chose que tu n'arrives pas à nommer, une sensation constante d'être en train de jouer un rôle. D'être toujours une seconde en retard dans la réaction parce que tu dois calculer quelle est la bonne réponse avant de la donner. Et c'est épuisant. Mais tu ne t'arrêtes pas. Parce qu'arrêter signifierait affronter la vérité. Et la vérité est terrifiante. Parce que regarde ce qui se passe. Tu étais un enfant. Tu n'avais pas le vocabulaire pour comprendre ce que tu ressentais. Tu n'avais pas le pouvoir de changer la situation. Tu n'avais pas d'autre choix que de t'adapter. Alors tu t'es adapté. Tu as commencé à observer ce qui fait rire les gens, ce qui les fait approuver, ce qui les fait inclure, et tu as moulé ta personnalité autour de ces observations. Pas parce que tu étais faux, mais parce que tu étais intelligent. Tu as réalisé qu'appartenir était plus sûr que d'être rejeté, que d'être d'accord était plus facile que d'être en désaccord, que cacher était moins douloureux que montrer. Et ça a marché. Pendant un temps, ça a marché. Les gens aimaient ta version éditée, les profs te félicitaient d'être sage, les camarades t'incluaient parce que tu ne posais pas de problème. Ta famille t'approuvait parce que tu ne donnais pas de fil à retordre. Mais il y avait un coup. Tu as commencé à perdre le contact avec qui tu étais quand personne ne regardait. Cet enfant qui aimait les dinosaures, qui s'enthousiasmait pour des choses dont tout le monde se fichait, qui avait des opinions bizarres et des intérêts spécifiques. Il est devenu de plus en plus silencieux. De plus en plus caché, jusqu'à ce que tu ne te souviennes même plus qu'il existait. Voici le schéma. Jung a identifié cela comme la formation de la persona, le masque social que tu utilises pour fonctionner dans le monde. Ce n'est pas une mauvaise intention, c'est une nécessité. Tout le monde a une persona. Le problème, c'est quand tu confonds la persona avec qui tu es vraiment. Quand tu passes tellement de temps à être la version acceptable de toi-même, que tu oublies qu'il existe une version réelle en dessous. Et qu'est-ce qui renforce ce schéma? Le conditionnement opérant. Chaque fois que tu te comportais de la façon attendue, tu recevais un renforcement positif. Approbation, inclusion, validation. Chaque fois que tu montrais ta vérité et recevais un rejet, tu recevais une punition. Alors ton cerveau a appris. Masque égale sécurité, authenticité égale danger. Et tu as passé ta vie entière à opérer sous cette logique, jusqu'à maintenant. Pense à cette fois où tu as voulu annuler un engagement.
pas parce que tu étais malade ou occupé, mais parce que tu ne voulais sincèrement pas y aller. Tu as ouvert le message pour prévenir. Tu as tapé 5 excuses différentes, tous des mensonges. Je suis fatigué. Je dois me lever tôt. Je ne me sens pas bien. Tu n'as jamais dit la vérité. Je préfère rester seul aujourd'hui, parce que dire ça serait admettre quelque chose qui semble mal, que tu choisis ta propre compagnie, que tu n'as pas besoin d'eux autant qu'ils pensent que tu en as besoin. Et cette vérité, pour une raison quelconque, semble égoïste, cruelle, faussée. Alors tu mens toujours. Et chaque mensonge ajoute plus de poids, plus de distance entre qui tu es et ce que tu montres, plus d'épuisement à soutenir quelque chose qui n'est pas réel. Il y a un jour précis dont tu te souviens, l'anniversaire d'un collègue de travail. Tu connais à peine le type. Tu lui as parlé 3 fois, peut-être 4, mais tout le bureau y va. Alors tu y vas. C'est vendredi. Tu es fatigué. La semaine a été lourde. Tu veux juste rentrer chez toi, t'allonger, regarder un film, rester seul. Mais l'invitation est arrivée et tout le monde a vu. Alors refuser signifie que demain tu vas devoir expliquer. Tu vas devoir entendre « Ah, pourquoi t'es pas venu ?» Tu vas devoir inventer une excuse. Ou pire, dire la vérité et voir le jugement. Alors tu y vas. Tu arrives au bar, tout le monde est déjà là. Du bruit, des gens qui rient fort, une musique que tu n'as pas choisie, une bière que tu ne veux pas. Tu trouves un coin, tu restes là, souriant quand il le faut, riant quand c'est attendu, faisant des commentaires génériques pour combler le silence. Et il y a un moment précis, où tu tiens une bière tiède que tu n'aimes même pas, écoutant un type que tu connais à peine parler de foot que tu ne suis pas, et tu penses « Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je gaspille ma seule vie à faire ça ?» Mais tu ne pars pas. Tu restes jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il soit socialement acceptable de partir. Et quand tu arrives enfin chez toi, il est 2 heures du matin. Tu es épuisé, pas physiquement, émotionnellement. Tu te regardes dans le miroir, et tu ne reconnais pas l'homme qui te regarde en retour, pas parce que tu as changé, mais parce que tu n'as jamais été. Tu as toujours été le reflet de ce que les autres voulaient voir, et cette vérité, elle te tue à petit feu, pas d'un coup, mais jour après jour, mensonge après mensonge, oui après oui qui aurait dû être un non, et respire profondément maintenant. Avant que je continue, je dois te dire une chose. Cet enfant, celui qui a appris que l'amour vient avec des conditions, que l'approbation est une monnaie d'échange, que d'être différent est dangereux, il n'avait pas le choix. Il avait 7, 8, 9 ans. Il essayait de survivre dans le seul monde qu'il connaissait. Et son monde lui a dit « Sois ce que nous attendons ou reste seul ». Alors il a choisi. Il a choisi d'appartenir, il a choisi de se mouler, il a choisi de se cacher. Et ça a marché. Pour un temps, ça a marché. Mais voici la vérité que personne ne t'a dite. Tu n'as plus besoin de protéger cet enfant de cette façon. Tu n'es plus dans cette salle de classe. Tu ne dépends plus de ces gens pour survivre. Et la stratégie qui t'a sauvé quand tu avais 9 ans est la même qui est en train de te tuer à 30 ans. Ce n'était pas de ta faute. C'était du conditionnement. C'était de la survie. Mais maintenant, tu as le choix. Et choisir différemment n'est pas trahir qui tu as été. C'est honorer qui tu as toujours été sous le masque. Alors si tu as décidé que tu ne vas plus protéger l'enfant de la mauvaise façon, laisse ici en commentaire « Je choisis différemment ». Parce que c'est le premier pas pour sortir du pilote automatique. C'est toi disant à voix haute que tu as vu la vérité et que tu ne vas plus faire semblant de ne pas l'avoir vue. Maintenant que tu comprends d'où ça vient, laisse-moi te montrer ce que ça a créé. Et c'est là que ça a fait mal. Parce que je vais te demander de faire quelque chose qui va être inconfortable. Je vais te demander de regarder ta vie avec une honnêteté brutale. Prends ta liste de contacts dans ton téléphone. Fais défiler doucement. Regarde les noms. Maintenant, réponds à ça. Combien de ces personnes as-tu vraiment choisi d'avoir dans ta vie? Et combien maintiens-tu parce que les supprimer semblerait impoli? Parce que l'amitié a des années d'histoire? Parce que tu ne sais pas comment terminer quelque chose qui n'a jamais vraiment commencé? La plupart des gens dans ta vie sont là par inertie, pas par choix. Les relations sont comme des programmes tournant en arrière-plan. Tu n'as jamais cliqué sur installer, mais ils sont là, consommant de l'énergie, et tu ne questionnes même pas parce qu'ils ont toujours été là. Et voici ce que personne ne dit. Chaque relation que tu maintiens par obligation est une trahison envers toi-même.
Parce que tu utilises du temps, de l'énergie, de l'attention émotionnelle dans quelque chose qui ne te nourrit pas. Tu leur dis oui à eux et non à toi. Et en faisant ça chaque jour, chaque semaine, chaque année, tu construis une vie où tu es un figurant, où tout le monde a accès à toi sauf toi-même. Et il y a quelque chose de plus profond ici. Tu n'as pas peur de la solitude. Tu as peur d'affronter qui tu es quand personne ne valide ton existence. Jung a identifié cela comme l'ombre. La partie de toi que tu rejettes parce que la société l'a rejetée. Tu remplis ta vie de gens et d'engagements pour ne pas entendre la voix qui reste dans le silence et qui dit « Qui es-tu en train de prétendre être ?» Pourquoi? Prends-tu ton téléphone chaque fois que tu restes seul plus de 5 minutes? Ce n'est pas de l'ennui, c'est de la fuite. Tu fuis la confrontation avec ta propre compagnie, parce que si tu t'arrêtes vraiment, tu vas devoir admettre que tu ne te connais plus, que tu as passé tellement de temps à être le personnage que tu as oublié l'acteur. Et cette vérité fait plus peur que n'importe quelle solitude, parce que la solitude, tu peux la remplir. Mais un vide d'identité, ça ne se répare pas vite. Jung appelait ça l'inflation. De l'ego social, tu confonds la persona avec le soi réel. Tu crois que tu es la somme de tes interactions sociales, que tu existes parce que les autres te voient. Et quand ils arrêtent de regarder, tu paniques. Parce que si personne ne regarde, qui es-tu? Laisse-moi te raconter l'histoire d'un patient de Jung, un homme de 42 ans, cadre à succès, marié, 2 enfants, grande maison, voiture de fonction, une vie que n'importe qui envierait sur le papier. Il est arrivé au cabinet et a dit « Je ne sais pas qui je suis ». Jung a demandé « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Et l'homme a répondu « Je sais que je suis père, je sais que je suis mari, je sais que je suis cadre. Je sais que je suis fils, mais si vous enlevez tous ces rôles, si vous me demandez qui je suis quand personne n'a besoin de moi, quand personne ne me définit par ce que je fais pour eux, je ne sais pas répondre. Il y a un vide là où il devrait y avoir un moi. Jung a identifié cela comme la perte du soi. L'homme avait vécu tellement longtemps à remplir des rôles qu'il avait oublié qu'il existait un acteur sous les personnages. Et quand Jung lui a demandé de faire un exercice simple, passer une journée entière seul, sans fonction, sans rôle, sans objectif, l'homme est entré en crise, parce qu'il ne savait pas comment exister sans servir quelqu'un, sans répondre à une attente, sans être utile. Et toi, tu as lu ça, et tu as ressenti quelque chose, parce que tu es cet homme, peut-être pas dans les détails, mais dans l'essence. Tu as construit une identité entière basée sur le fait d'être ce dont les autres ont besoin. Et maintenant que tu commences à remettre en question, tu sens le vide en dessous, et c'est terrifiant, parce que tu réalises, tu n'as pas de base, tu as masque sur masque sur masque, et tout en bas, là où il devrait y avoir un sol solide, il y a un trou. Mais voici la bonne nouvelle, un trou peut être comblé, pas avec plus de masques, mais avec de la vérité, avec de la confrontation, avec le courage de descendre et de regarder ce que tu as évité toute ta vie. Et oui, ça va faire mal, ça va être inconfortable, ça va être solitaire. Mais de l'autre côté, il y a toi, réel, entier, libre. Visualise ça avec moi maintenant. Vendredi soir, bar bondé, musique forte. Tu es au milieu de 5 personnes, bière à la main. La lumière est jaune, l'ambiance est chaude, odeur de sueur mélangée au parfum. Quelqu'un raconte une blague. Tu ris, mais tu ne l'as pas trouvé drôle. Tu as ri parce que tout le monde a ri. Un autre type parle boulot. Tu ajoutes un commentaire générique. Tous hochent la tête. Approbation. Vide. Il y a un miroir derrière le bar. Par hasard, tu le regardes. Tu vois ton reflet. Et pendant 2 secondes, tu regardes cet homme comme si c'était un étranger. Sourire automatique. Posture de celui qui est présent mais pas vraiment là. Et la question surgit, brutale, tranchante. Qui es-tu quand personne ne regarde? Les mains deviennent moites. Tu as envie de sortir, de te lever, de partir. Mais tu restes, parce que partir signifie admettre. Et admettre signifie que tout ça, toutes ces personnes, tous ces vendredis, étaient les choix d'un homme que tu ne connais plus. Ou pire, que tu n'as jamais connu. C'est là que ça va faire mal. La société t'a vendu un mensonge emballé comme une vérité. Ils t'ont dit qu'un homme de valeur a un agenda rempli, un grand réseau, une présence constante, que si tu n'es pas toujours disponible, toujours connecté, toujours en train de faire quelque chose, tu gâches ta vie.
Mais laisse-moi te dire le contraire. Les hommes vraiment libres ont l'inverse. Un calendrier vide, un petit cercle, la capacité de dire non sans se justifier. Parce que la société profite de ta disponibilité. Plus tu dis oui, plus tu consommes, plus tu entres en compétition, plus tu as besoin de valider que tu gagnes. Tu achètes des fringues pour impressionner des gens qui s'en foutent. Tu vas à des événements pour être vu. Tu postes sur les réseaux pour prouver que tu vis. Mais au fond, tu sais, tu ne vis pas, tu performes. Et la performance est épuisante. L'homme qui élimine le superflu arrête de jouer au jeu. Il cesse de concourir pour la validation. Il arrête de mesurer sa valeur à la quantité de personnes qui le veulent. Et c'est dangereux pour le système. Parce qu'un homme qui n'a pas besoin d'approbation est un homme qui ne peut pas être contrôlé. Pense au type que tu admires le plus personnellement. Pas une célébrité, quelqu'un de réel. Quelqu'un pour qui, quand tu penses à lui, tu ressens un respect authentique. Maintenant réfléchis, est-il à tous les événements? Répond-il à tous les messages? Accepte-t-il toutes les invitations? Ou est-ce le gars qui apparaît peu, mais quand il apparaît, c'est lui pour de vrai? C'est le gars que tu n'as jamais vu jouer un rôle, qui n'essaie pas d'impressionner, qui n'a besoin de rien prouver. Et c'est exactement pour ça qu'il impressionne. Parce que l'authenticité est magnétique. Pas parce qu'elle crie, mais parce qu'elle n'en a pas besoin. Laisse-moi te donner un exemple concret. Tu connais deux types. Premier type, Instagram impeccable, toujours en soirée, toujours connecté. Répond aux messages en quelques secondes. Agenda blindé, 1000 amis. Quand tu lui parles, il est sympa, drôle même. Mais il y a quelque chose que tu n'arrives pas à nommer. Une sensation que tu parles à une version éditée. Comme s'il y avait un décalage entre la question et la réponse, pendant qu'il calcule la bonne réponse. Tu sors de la conversation en sachant des choses sur lui, mais sans le sentir lui. Deuxième type, Instagram à l'abandon. Post d'il y a 6 mois. Tu l'appelles, parfois il met du temps à répondre. Parfois, il ne répond pas. Quand vous prévoyez de sortir, il annule la moitié du temps. Mais quand vous vous voyez, quand il est vraiment là, tu le sens. Il te regarde dans les yeux. Il écoute vraiment. Il dit ce qu'il pense, pas ce que tu veux entendre. Tu sors de la conversation différent. Quelque chose a changé en toi. Maintenant réponds. Lequel des deux respectes-tu le plus? Lequel des deux, s'il envoyait un message demain disant qu'il a besoin de toi, tu lâcherais tout pour l'aider? Tu connais déjà la réponse. Parce que tout le monde sait. Une présence vraie, même rare, vaut infiniment plus qu'une présence constante et vide. Alors pourquoi essaies-tu d'être le premier? Pourquoi te tues-tu à être toujours disponible, toujours connecté, toujours on, alors que tu sais, tu as toujours su que ce que les gens valorisent vraiment, c'est le réel, pas le constant? Si cela vient de faire sens, appuie sur le « like maintenant ». Cette vidéo doit atteindre chaque homme qui est épuisé d'interpréter un personnage. Et tu sais combien ils sont. Alors fais tourner. Et voici la vérité que personne ne veut entendre. Tu as passé ta vie entière à essayer d'être suffisant, à collecter l'approbation comme si c'était de la monnaie, à ajouter plus de gens, plus d'engagement, plus de validation externe, en croyant que quand tu en aurais assez, tu sentirais enfin que tu es assez. Mais la réponse n'a jamais été d'accumuler plus. La réponse a toujours été d'éliminer, de couper tout ce qui n'est pas passé au crible de ta véritable essence. Parce que plus tu accumules sans intention, plus tu te perds. Tu deviens le conservateur d'une vie qui n'est pas la tienne, l'administrateur de relations que tu n'as pas choisies, prisonnier d'attentes que tu n'as jamais accepté de remplir. Et le pire, tu fais ça en souriant. Tu performes la gratitude. Tu dis que tu es chanceux. Tu postes une photo heureuse. Mais quand tu te couches le soir, seul dans le noir, la vérité apparaît. Tu n'es pas heureux. Tu es fonctionnel. Et il y a une différence énorme entre les deux. Fonctionnel, c'est se réveiller, se brosser les dents, aller au boulot, accomplir des tâches, garder les apparences, répondre aux messages, faire le basique pour que l'engrenage continue de tourner. Fonctionnel, c'est de la survie, c'est le pilote automatique, c'est faire le suffisant pour ne pas s'effondrer publiquement. Mais le bonheur, c'est vouloir se réveiller, c'est ressentir un enthousiasme sincère pour quelque chose, c'est avoir cette sensation dans la poitrine que la vie que tu vis est la tienne, que tu l'as choisie, qu'elle a du sens, et tu ne ressens pas ça depuis des années. Peut-être ne l'as-tu jamais ressenti. Tu as eu des moments, bien sûr,
Des moments où tu as oublié de jouer un rôle et où tu as juste existé. Mais ils étaient rares, si rares que tu les gardes comme des trésors. Ce jour où tu es resté seul à faire quelque chose que tu aimais. Cette conversation avec quelqu'un qui t'a vu pour de vrai. Ce moment où tu as dit ce que tu pensais et où tu as été accepté quand même. Mais ces moments sont des exceptions. Et tu sais, au fond, tu as toujours su que la vie ne devrait pas être comme ça. Elle ne devrait pas être une collection d'exceptions où tu réussis à être réel, entouré d'années de performance. Ça devrait être l'inverse. La réalité devrait être la norme. La performance devrait être l'exception. Mais pour arriver là, pour inverser ça, tu dois faire quelque chose de radical. Tu dois arrêter de construire sur la fausse fondation. Tu dois démolir, descendre jusqu'au sol véritable et reconstruire de zéro. Et ça terrorise, parce que démolir signifie être exposé. Ça signifie admettre que tu ne sais pas qui tu es. Ça signifie passer par une période de vide jusqu'à découvrir. Mais tu sais ce qui est plus terrifiant? Arriver à 60 ans en vivant la vie fonctionnelle, regarder en arrière et voir des décennies de performance, de faux sourires, d'engagement vide, de relations superficielles, et réaliser que tu n'as jamais vécu, tu as juste fonctionné. Et personne ne te donnera de médaille pour ça. Personne n'ira à ton enterrement pour dire « il a été tellement bon à faire semblant d'être heureux ». Alors, regarde ce qui se passe quand tu coupes enfin, quand tu refuses l'invitation sans justifier, quand tu sors du groupe sans explication, quand tu arrêtes de répondre aux messages de gens qui ne te parlent que quand ils ont besoin de quelque chose. Au début, ça fait mal, parce que tu as été conditionné à croire que dire non est une cruauté, que te choisir toi est de l'égoïsme, que s'éloigner est un défaut de caractère. Alors la culpabilité vient, lourde, suffocante. Tu te questionnes. Est-ce que je suis trop radical? Est-ce que j'exagère? Est-ce que le problème c'est moi? Et ce doute, cette culpabilité, c'est exactement ce qui te maintenait prisonnier. Parce que tant que tu crois que le problème c'est toi, tu ne coupes jamais. Tu t'ajustes seulement. Tu essaies juste plus fort. Tu te moules juste mieux. Mais voici ce que personne ne t'a dit. La culpabilité n'est pas la preuve d'une erreur. La culpabilité est la preuve du conditionnement. Tu as été dressé à ressentir de la culpabilité chaque fois que tu te priorises. Alors quand la culpabilité vient, ce n'est pas le signe que tu fais mal, c'est le signe que tu désobéis à la programmation. Et après la culpabilité vient la peur. Peur de rester seul, peur d'être oublié, peur de devenir ce type asocial, que personne n'invite plus. Mais laisse-moi te raconter ce qui se passe vraiment. Quand tu commences à éliminer le superflu, certaines personnes disparaissent. C'est garanti. Et tu t'attends à ressentir une perte. Mais tu ne la sens pas. Tu sens du soulagement. Parce que les gens qui disparaissent en sont exactement ceux qui n'étaient là que par convenance. Qui te cherchaient quand ils avaient besoin. Qui t'incluaient parce que tu étais disponible. Mais qui ne t'ont jamais vu pour de vrai. Et les bonnes personnes, les quelques-unes qui comptent vraiment, elles restent. D'ailleurs, elles te respectent plus. Parce qu'enfin, elles ont affaire à quelqu'un de réel. Pas à un personnage poli, pas à une version acceptable, mais à toi. Brut, honnête, entier. Envoie cette vidéo à ce gars que tu sais être en train de vivre la mauvaise vie. Tu sais qui c'est, le gars qui dit qu'il va bien mais tu vois dans ses yeux que non. Le gars qui est toujours occupé mais jamais satisfait. Le gars qui a tout sur le papier mais le vide dans la poitrine. Envoie-lui. Peut-être que ce sera le coup de pouce dont il a besoin. Parce que parfois on a besoin que quelqu'un de l'extérieur nomme ce qu'on ressent à l'intérieur. Et cette vidéo peut être ça pour lui. Maintenant vient la partie pratique. Qu'est-ce que tu fais de ça? Comment tu élimines le superflu sans faire exploser ta vie? Parce que je ne te dis pas de supprimer tout le monde et de devenir ermite. Je te dis d'auditer, de regarder chaque engagement, chaque relation, chaque obligation, et de demander « est-ce que ça me nourrit ou est-ce que ça m'épuise? Est-ce que c'est là par choix ou par inertie? Est-ce que ça ajoute ou ça a soustrait? » Et voici le critère. Si tu as besoin de justifier pourquoi tu maintiens quelque chose, tu sais probablement déjà que tu ne devrais pas. Parce que les bonnes choses, celles qui comptent vraiment, n'ont pas besoin de justification. Elles sont évidentes. Elles t'énergisent. Elles font sens dans le corps, pas seulement dans la logique. Alors tu commences petit. Tu n'as pas besoin de tout couper d'un coup. Tu choisis une chose, un engagement que tu acceptes seulement par habitude. Et tu refuses.
sans excuses élaborées, sans mensonges. Tu dis simplement « je ne vais pas pouvoir ». Cette fois. Et c'est tout. Regarde ce qui se passe. Regarde si le monde s'écroule. Regarde si la personne est offensée. Et plus important, regarde comment tu te sens. Parce que voici la vérité. Quand tu dis non à quelque chose qui ne sert à rien, tu dis oui à toi. Tu récupères du temps, de l'énergie, de l'attention. Et au début, tu ne sais pas quoi en faire. Tu es perdu. Parce que tu as passé tellement de temps à remplir le vide avec des engagements, que maintenant que le vide est propre, tu ne sais pas comment l'habiter. Mais tu apprends. Tu t'assois dans le silence. Tu laisses l'inconfort exister. Et finalement, tu commences à entendre. Pas les autres. Toi, cette voix que tu as réduite au silence pendant des années, celle qui sait ce que tu veux, ce dont tu as besoin, qui tu es. Les premières semaines sont les pires. Tu refuses une invitation, puis une autre. Tu arrêtes de répondre aux messages des gens qui ne te parlent que quand ils ont besoin de quelque chose. Tu sors des groupes qui ne font que te drainer, et la culpabilité vient lourde. Tu te questionnes 1000 fois. Est-ce que je suis trop radical? Est-ce que je vais regretter? Est-ce que je vais finir seul et malheureux? Et il y a des jours où tu faillis revenir en arrière, faillis envoyer un message, faillis accepter une invitation juste pour faire cesser la culpabilité. Mais tu résistes, et quelque chose commence à changer. Tu commences à remarquer des choses. Comment tu dors mieux, comment tu te réveilles moins fatigué, comment tu as plus de temps, du temps réel, pas du temps rempli d'obligations, mais du temps vide que tu peux remplir avec ce que tu veux. Et au début, tu ne sais pas quoi faire de ce temps, parce que tu as passé tellement de temps à réagir à la vie des autres que tu as oublié comment créer la tienne. Alors, tu expérimentes. Tu prends ce livre que tu as acheté il y a 2 ans et jamais lu, et tu lis, sans pression, sans culpabilité, sans téléphone qui vibre à côté. Et c'est bizarre. Mais c'est bon. Tu regardes ce film que personne n'a recommandé, qui n'est sur la liste de personnes, que tu veux juste voir parce qu'il a l'air intéressant. Et tu aimes, ou tu n'aimes pas. Mais c'est ton opinion, pas curatée par un algorithme, pas validée par un like, juste la tienne. Tu commences à marcher sans destination, juste pour marcher, observer, penser, exister. Et pour la première fois depuis des années, tu te sens présent. Pas de cette façon mindfulness performative que tout le monde poste, mais présent pour de vrai, conscient de toi, de ton corps, de ton esprit, de ce que tu ressens. Et c'est libérateur, parce que tu réalises, tu n'as pas besoin de tant que ça. Tu n'as pas besoin d'approbation constante, de validation quotidienne, d'agenda bondé pour prouver que tu as de la valeur. Tu as juste besoin d'espace pour respirer, pour penser, pour être. Et quand tu l'écoutes, quand tu arrêtes enfin de l'étouffer avec du bruit, tu réalises, tu as toujours su, tu avais juste peur d'admettre. Parce qu'admettre signifierait devoir changer. Et changer est effrayant. C'est incertain. C'est solitaire au début. Mais tu sais ce qui est plus effrayant? Arriver à 50 ans et réaliser que tu as vécu toute ta vie comme les autres l'attendaient, que tu es mort sans avoir jamais vraiment existé. C'est ça la vraie tragédie, pas mourir seul, mais mourir sans avoir été toi. Alors regarde comme ça devient, vendredi soir. Mais cette fois c'est différent. Tu es chez toi. Silence. Pas le silence inconfortable de celui qui évite quelque chose. Le silence propre de celui qui a choisi. Il y a un livre ouvert sur la table, le thé refroidi dans la tasse. Portable en mode avion depuis 3 heures. Tu as refusé 4 invitations cette semaine, bloqué 3 contacts, supprimé 2 groupes. Et au début ça faisait mal. Cette sensation que tu faisais mal les choses, que tu devenais ce type-là. Mais maintenant, assis ici, tu ressens quelque chose que tu n'as pas ressenti depuis des années. La paix. Pas la paix d'être distrait. La paix d'être présent. De faire exactement ce que tu veux faire. De ne devoir d'explication à personne. Le téléphone vibre. Invitation de dernière minute. Tu ne lis même pas jusqu'au bout. Tu éteins l'écran. Tu retournes au livre. Et pour la première fois depuis longtemps, tu souris tout seul. Pas parce que tu es heureux, mais parce que tu es libre. Libre du besoin de jouer un rôle. Libre de l'obligation. D'être disponible. Libre de la peur que si tu dis non, tu seras abandonné. Parce que tu as découvert quelque chose. Tu n'as pas besoin d'eux pour exister. Tu existes sans public. Et ça change tout. Et voici à quoi t'attendre.
Quand tu commences à éliminer le superflu, tu vas perdre des gens. C'est garanti, mais pas les bonnes personnes. Tu vas perdre celles qui étaient là par convenance, pour ta disponibilité, pour ton oui automatique. Et tu vas découvrir qu'elles ne te manquent pas. Parce qu'une relation basée sur le fait que tu sois ce dont ils ont besoin n'est pas une relation, c'est un contrat. Et quand tu romps le contrat, quand tu arrêtes de remplir le rôle, ils partent. Et c'est très bien. Parce que l'espace qu'ils laissent n'est pas vide, c'est de la disponibilité. Pour toi, pour ton temps, pour ta paix. Et finalement, les bonnes personnes apparaissent. Pas parce que tu cherches, mais parce que tu es enfin. Et être authentique attire la résonance. Tu arrêtes de collectionner des connaissances et tu commences à construire des connexions réelles, peu nombreuses, profondes, vraies. Et pour la première fois, tu comprends la différence entre solitude et solitude choisie, solitude versus solitude. La solitude subie est un vide forcé. La solitude choisie est un espace décidé. Et ce n'est pas une punition, c'est la liberté. Il y a un philosophe nommé Paul Tillich qui a dit quelque chose qui va changer ta vision de la chose. Il a dit « Le langage a créé le mot solitude, loneliness, pour exprimer la douleur d'être seul. Et il a créé le mot solitude, solitude, pour exprimer la gloire d'être seul. » Ce qu'il a voulu dire, c'est « Quand tu es seul contre ton gré, quand tu as été rejeté, abandonné, exclu, tu es dans la loneliness. » Et ça, c'est un silence forcé. C'est avoir quelque chose à dire, mais personne pour l'entendre. Mais la solitude est différente. C'est choisir le silence. C'est créer de l'espace pour t'écouter toi-même. Et de ce silence choisi, de cette solitude, naît ton vrai langage, tes vrais mots, tes idées authentiques, parce que tu as enfin arrêté de répéter ce que les autres disent et commencé à découvrir ce que tu penses. La plupart des gens n'expérimentent jamais la vraie solitude. Ils confondent être seuls avec l'isolement. Alors ils évitent. Ils remplissent tout, silence avec des podcasts, de la musique, Netflix, du scroll infini. N'importe quoi pour ne pas entendre leurs propres pensées. Parce que les pensées font peur. Elles questionnent, elles confrontent, elles disent des vérités que tu ne veux pas entendre. Alors tu étouffes, tu distrais, tu fuis. Et dans cette fuite, tu perds le contact avec la seule personne à laquelle tu ne pourras jamais échapper, toi-même. Mais quand tu choisis la solitude, quand tu t'assois dans le silence sans fuir, quelque chose de magique se produit. Les premières pensées sont du bruit, de l'anxiété, une liste de tâches, des inquiétudes. Mais si tu restes, si tu ne fuis pas, finalement le bruit passe. Et sous le bruit, il y a de la clarté, il y a de la vérité, il y a toi. Et c'est dans cet espace, dans ce silence profond, que tu entends enfin ce que tu veux vraiment, qui tu es vraiment, comment tu veux vraiment vivre. Et ces réponses, elles ont toujours été là. Tu ne leur as juste jamais laissé l'espace pour apparaître, parce que tu étais trop occupé à être ce dont les autres avaient besoin. Tu vas aussi réaliser que les conversations changent. Tu arrêtes de faire du small talk automatique. Tu arrêtes de remplir le silence avec du bruit. Tu deviens à l'aise avec les pauses, avec le fait de ne pas savoir quoi dire, avec le fait de laisser l'inconfort exister sans essayer de le réparer. Et les gens le remarquent. Certains deviennent mal à l'aise, parce que tu ne leur facilites plus les choses. Tu ne fais plus le travail émotionnel de maintenir la conversation fluide. Tu es juste en train d'être. Et être sincèrement, sans effort, sans performance, sans masque, ça intimide. Parce que ça leur renvoie à quel point eux sont encore en train de jouer un rôle. Alors ils s'éloignent, ou ils te confrontent, ou ils t'accusent d'avoir changé. Et tu as changé. Tu as arrêté de te trahir toi-même. Et pour ceux qui bénéficient de ta trahison, ça ressemble à une attaque personnelle. Il y a une conversation spécifique que tu vas avoir, avec quelqu'un qui a toujours eu ta disponibilité, qui a toujours compté sur toi, qui t'a toujours utilisé comme ressource émotionnelle. Tu vas refuser quelque chose, pour la première fois, simple, direct, sans excuses élaborées, et la réaction va te surprendre, pas parce qu'elle sera mauvaise, mais parce qu'elle va révéler quelque chose que tu n'as jamais vu. La personne va être offensée, elle va dire que tu as changé, que tu es distant, que tu n'es plus le même. Et tu vas sentir cette culpabilité familière monter, cette voix disant « Tu as vu? Tu blesses les gens? Tu es égoïste? Tu devrais revenir en arrière. » Mais avant de céder, avant de t'excuser, arrête, respire,
et analyse ce qui se passe vraiment. La personne n'est pas fâchée parce que tu as changé. Elle est fâchée parce que tu as arrêté de fonctionner de la façon dont elle avait besoin. Tu ne lui manques pas. C'est ta fonction qui lui manque. Ton oui automatique, ta disponibilité inconditionnelle, la version de toi qui existait pour servir. Et quand tu vois ça, quand tu le vois vraiment, quelque chose en toi se brise. Pas pour le pire, pour le meilleur. Parce que tu réalises, elle ne t'a jamais vu. Elle voyait ce que tu faisais pour elle. Et maintenant que tu as arrêté de faire, tu es devenu invisible. Et ça fait mal. Mais c'est une douleur nécessaire, parce qu'elle révèle la vérité. Et la vérité libère toujours. Tu réponds calme, sans te défendre, sans te justifier. Tu dis simplement « je n'ai pas changé ». J'ai juste arrêté de jouer la comédie. Et c'est la fin. Ou le début. Ça dépend d'elle. Si elle tient vraiment à toi, elle va questionner. Elle va essayer de comprendre. Elle va faire l'effort de te voir pour de vrai. Mais la plupart ne le feront pas. La plupart partiront. Et tu laisseras faire. Parce qu'enfin tu as compris, retenir quelqu'un qui ne veut pas rester, c'est s'enfermer aussi. Et ta relation, ton temps change aussi. Tu arrêtes de mesurer ta valeur à la quantité de choses que tu fais. Tu arrêtes d'être fier d'être occupé. Tu arrêtes de répondre « je vais bien », c'est le rush. Comme si le rush était synonyme d'important. Tu commences à protéger ton temps comme une ressource sacrée. Parce que ça l'est. Chaque heure que tu donnes à quelque chose qui ne te nourrit pas est une heure que tu voles à toi-même. Et tu t'es déjà trop volé. Alors tu deviens sélectif. Brutal même. Tu dis non sans explication. Tu annules sans culpabilité. Tu disparais quand tu as besoin. Et les gens qui t'aiment vraiment comprennent, parce qu'ils savent que quand tu apparais entier, pas divisé, pas épuisé, pas en train de jouer un rôle, mais présent pour de vrai. Et une présence vraie, même si elle est rare, vaut plus qu'une présence constante et vide. Tu vas aussi remarquer comment ta relation aux réseaux sociaux change. Tu arrêtes de poster pour prouver. Tu arrêtes de vérifier pour valider. Tu arrêtes de comparer ta vie avec la vie éditée des autres. Tu comprends que ce n'est pas réel, que tout le monde montre la version soignée, et tu ne veux plus participer à ce théâtre. Alors tu disparais, ou tu restes, mais différemment. Tu postes ce qui compte pour toi, pas ce qui génère du like. Et c'est libérateur. Parce que pour la première fois, tu ne joues pas au jeu de l'attention. Tu ne concours pas pour la validation. Tu existes hors de la métrique. Et ça, c'est le vrai pouvoir. Pas le pouvoir joué, mais le pouvoir silencieux de celui qui n'a rien à prouver à personne. Il y a un moment précis où ça devient clair. Tu es dans une rencontre, sociale, pas parce que tu voulais y aller, mais parce que tu devais. Engagement pro, événement de famille, quelque chose d'inévitable. Et tu es là, mais différent. Tu n'essaies pas d'impressionner. Tu n'essaies pas d'être intéressant. Tu ne joues pas une version améliorée de toi. Tu es juste là, présent mais n'ayant besoin de rien. Et les gens le remarquent. Ils te regardent différemment, avec curiosité, parfois avec inconfort, parce que tu ne joues pas le jeu. Tu ne concours pas pour l'attention. Tu ne valides pas leurs égos. Tu existes simplement. Et ça intimide. Parce que la plupart des gens n'ont jamais vu quelqu'un à l'aise avec lui-même. Ils sont habitués aux gens qui ont besoin, qui cherchent l'approbation, qui se moulent. Mais pas toi. Et cette différence, elle crie silencieusement. Quelqu'un te pose une question, essayant de te tester, ou de te provoquer, ou de t'entraîner dans le drame. Et tu réponds simple, honnête, sans te défendre, sans attaquer en retour, juste une vérité tranquille. Et ils ne savent pas quoi faire de ça, parce qu'ils attendaient une réaction. Ils attendaient que tu joues, mais tu n'as pas joué. Tu as juste été, et ça les déstabilise. Plus que n'importe quel argument. Tu sors de là, et tu ne te sens pas vide. Tu ne te sens pas drainé. Parce que tu n'as rien donné que tu ne voulais pas donner. Tu n'as pas fait semblant. Tu n'as pas joué. Tu as juste existé. Et pour la première fois, tu comprends ce que signifie avoir un vrai pouvoir. Ce n'est pas faire en sorte que les gens t'aiment. C'est ne pas avoir besoin qu'ils t'aiment. C'est exister indépendamment de l'approbation. C'est savoir que tu es le même homme avec ou sans public. Et ça change tout. Parce que quand tu n'as pas besoin de validation, tu deviens invalidable. Pas parce que tu es meilleur, mais parce que tu es libre. Et la liberté est la chose la plus rare et la plus attirante qui existe. Et voici la partie magnifique. Quand tu élimines le superflu, tu ne perds pas ta capacité de connexion.
Tu gagnes en qualité de connexion, parce que tu ne disperses plus ton énergie dans 50 directions. Tu la concentres sur les 5 personnes qui comptent vraiment. Et ces 5-là, elles le sentent. Elles sentent que quand tu es avec elles, tu es là pour de vrai, pas en train de vérifier ton portable, pas en train de penser au prochain engagement, pas en train de feindre l'intérêt, mais sincèrement présent. Et la présence est le plus grand cadeau que tu puisses faire. Pas ton temps, ta présence. Et la plupart des gens ne reçoivent jamais ça, parce que tout le monde est tellement occupé à être tout pour tout le monde que personne n'est rien pour personne vraiment. Mais pas toi. Tu as fait différemment. Tu as choisi la profondeur au lieu de l'étendue. Et les bonnes personnes valorisent ça plus que tu ne l'imagines. Laisse-moi te parler de l'amitié réelle, pas celle de liker une photo, pas celle du message d'anniversaire automatique, mais celle qui te change. Tu as un ami, peut-être juste un, peut-être 2 si tu as beaucoup de chance. Vous ne vous parlez pas tous les jours. Parfois il se passe des semaines, des mois sans conversation, mais quand vous vous retrouvez, il n'y a pas de small talk, pas de « alors, ça va ?» Vous allez direct au fond, au réel, à ce qui compte. Tu lui racontes des choses que tu ne racontes à personne. Pas parce qu'il te jugera moins, mais parce qu'il te voit. Il voit à travers le masque. Et au lieu de te faire sentir exposé, il te fait sentir vu. Il y a une différence énorme entre les deux. L'exposition, c'est la vulnérabilité sans sécurité. C'est montrer sa vérité et sentir le danger. Mais être vu, c'est la vulnérabilité avec acceptation. C'est montrer sa vérité et sentir qu'on n'a pas besoin de défendre, qu'on n'a pas besoin de justifier, qu'on peut être exactement qui on est avec toutes les contradictions, toutes les failles, toutes les peurs, et quand même être, accepté, pas toléré, accepté. Ce genre d'amitié n'arrive pas par accident. Ça arrive parce que tu as arrêté de collectionner les connexions superficielles et commencé à investir dans les profondes, parce que tu as appris que 5 conversations réelles valent plus que 500 interactions vides, parce que tu as enfin compris que la relation ne concerne pas la quantité de temps, c'est la qualité de présence. Et quand tu es présent pour de vrai, quand tu n'es pas divisé, pas en train de jouer, pas en train de calculer, tu crées l'espace pour que l'autre personne soit présente aussi. Et dans cet espace mutuel de présence vraie, quelque chose de rare se produit, l'intimité réelle. Pas l'intimité physique, l'intimité émotionnelle, spirituelle, la sensation que tu n'es pas seul dans l'univers, que quelqu'un te voit, te comprend, t'accepte. Et ça, c'est ce que tout le monde cherche. Pas un agenda rempli, pas 1000 connaissances, mais 1, 2, 3 personnes qui te connaissent vraiment. Et tu n'obtiens ça que quand tu arrêtes d'essayer d'être connu de tout le monde. Il y a un concept de Jung qui explique cela parfaitement. Il appelait ça l'individuation. C'est le processus de devenir qui tu es vraiment. Pas qui on t'a appris à être, pas qui la société attend, mais qui tu es dans l'essence. Et l'individuation n'est pas un processus confortable, parce qu'elle exige que tu tues le faux ego, que tu confrontes l'ombre, que tu renonces à la sécurité d'appartenir pour gagner la liberté d'être. Et la plupart des gens ne le font jamais, parce que ça fait trop mal. C'est trop solitaire, c'est trop effrayant. Alors ils vivent leur vie entière à la surface, confortable mais vide, en sécurité mais mort. Et toi, tu as choisi différemment. Tu as choisi de descendre, de confronter, de questionner. Et ça te sépare de la majorité, mais ça te libère aussi d'avoir besoin d'être comme eux. Et laisse-moi te dire quelque chose sur cette liberté. Elle n'est pas glamour, elle ne vient pas avec des applaudissements, elle ne vient pas avec de la reconnaissance. En fait, la plupart du temps, elle vient avec du jugement. Les gens vont te traiter d'asocial, de bizarre, de difficile. Ils vont dire que tu as changé, et ce n'est pas un compliment. Ils vont t'accuser de te croire meilleur que les autres. Et la vérité est, tu n'es pas meilleur. Tu t'es juste réveillé. Tu as vu le mensonge que tous ont accepté de vivre, et tu as décidé que tu ne voulais plus participer. Ça ne te rend pas supérieur. Ça te rend conscient. Et la conscience, la vraie conscience, vient toujours avec une solitude initiale. Parce que tu vois quelque chose que la majorité refuse de voir. Tu nommes quelque chose que la majorité préfère ignorer. Et ça te place hors du cercle. Mais voici le secret. Le cercle n'a jamais été ta place. Tu as juste cru que c'était le cas parce qu'on t'a dit que c'était le cas. Mais ta place a toujours été plus profonde, plus silencieuse, plus vraie. Et il y a de la beauté là-dedans.
Une beauté que tu ne voyais pas avant parce que tu étais trop occupé à essayer d'appartenir au mauvais endroit. Mais maintenant tu vois. Tu vois que les hommes que tu admires le plus, ceux qui ont vraiment changé quelque chose dans le monde, ceux qui ont laissé un héritage réel, ils n'étaient pas populaires. Ils étaient solitaires. Pas parce que personne ne voulait d'eux, mais parce qu'ils ont choisi la profondeur plutôt que l'acceptation, la vérité plutôt que le confort, l'héritage plutôt que la popularité. Pense à n'importe quel homme que tu admires vraiment. Artiste, écrivain, philosophe, inventeur, leader, n'importe qui a vraiment compté et fait des recherches sur sa vie. Tu vas trouver le même schéma, de longues périodes de solitude, de rejet, d'incompréhension, parce qu'il faisait quelque chose de différent, pensait différemment, vivait différemment. Et la masse n'accepte jamais le différent. La masse punit le différent, jusqu'à ce que le différent crée quelque chose de si indéniable que la masse doit accepter. Et là, ils deviennent des héros. Mais, pendant qu'ils créaient, pendant qu'ils étaient dans le processus, ils étaient seuls. Et toi, tu es dans le processus maintenant. Tu es au milieu, là où ça fait mal, là où c'est solitaire, là où tu te demandes si ça vaut la peine. Et je ne vais pas mentir en disant que ça va devenir facile. Non, il y aura des jours où tu voudras revenir en arrière. Tu voudras accepter l'invitation. Tu voudras jouer le rôle à nouveau. Parce que jouer un rôle est plus facile que d'être. Mais tu ne peux pas. Parce que tu as trop vu. Tu sais trop. Et il n'y a pas moyen de dévoir la vérité. Tu peux faire semblant de ne pas avoir vu. Tu peux essayer d'oublier. Mais au fond, dans le silence de la nuit, la vérité sera là, à t'attendre, à te demander des comptes, à te rappeler. Tu n'es pas né pour ça. Tu es né pour plus. Pas plus dans le sens de grandeur performative, mais plus dans le sens de profondeur réelle, de vie véritable, d'existence authentique. Et ça, c'est l'héritage qui compte. Pas combien de personnes sont venues à ton anniversaire, mais combien tu en as impacté pour de vrai. Pas combien de likes tu as eu, mais combien de vies tu as touchées. Pas combien tu as accumulé, mais combien tu as vraiment vécu. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu es l'un des rares qui est prêt à changer pour de vrai. La majorité a abandonné. La majorité est retournée au confort des distractions, mais toi, tu es resté. Tu as entendu la vérité entière. Et maintenant, tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Alors abonne-toi maintenant si tu veux plus de contenu comme ça. Parce que ce n'est que à le début. Et laisse en commentaire. Par quoi vas-tu commencer? Quelle est la première chose superflue que tu vas éliminer? Écris-le ici. Parce que quand tu déclares, quand tu nommes, tu crées un engagement. Et l'engagement est ce qui transforme l'intention en action. Alors fais-le maintenant. Choisis une chose, une personne, un engagement, une habitude, et décide. Ça ne sert plus. Et coupe, sans justifier, sans expliquer. Coupe juste, et regarde ce qui se passe. Regarde comment tu te sens. Et ensuite reviens ici et raconte, parce que cette communauté, celle qui est en train de se former ici, est faite d'hommes qui ont choisi la vérité au lieu du confort. Et on a besoin les uns des autres, pas pour valider, mais pour se rappeler, tu n'es pas seul là-dedans. Il y en a d'autres qui ont vu, qui se sont réveillés, qui ont décidé qu'ils n'allaient de plus vivre en pilote automatique des attentes des autres. Tu as passé ta vie entière à essayer d'être suffisant, à collecter la validation, à accumuler l'approbation, en croyant que quand tu en aurais assez, tu te sentirais enfin complet. Mais la vérité a toujours été l'inverse. Tu étais déjà suffisant, depuis le début, depuis ce jour dans la salle de classe où tu as montré les dinosaures et où tu as été rejeté. Tu étais déjà entier. On t'a juste appris à croire que tu ne l'étais pas, que tu avais besoin d'ajouter, de changer, d'améliorer. Mais tu n'en avais pas besoin. Tu n'en as jamais eu besoin. Tu avais juste besoin de la permission d'être toi. Et personne ne te l'a donné. Alors tu as passé des décennies à attendre que quelqu'un dise « Tu peux arrêter de faire semblant maintenant, tu peux être réel ». Et personne ne l'a dit, parce que tout le monde est trop occupé à faire semblant aussi. Alors maintenant je te le dis, tu peux arrêter, tu peux enlever le masque, tu peux décevoir les attentes, tu peux vivre selon tes propres normes. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'honnêteté radicale, c'est le courage de choisir l'authenticité au lieu de l'approbation. Et peu, très peu, font ce choix. Mais tu es là, tu es arrivé jusqu'au bout, tu as tout entendu. Et ça signifie quelque chose. Ça signifie que tu n'es pas comme la majorité. Ça,
signifie qu'une partie de toi, cette partie qui ne s'est jamais conformée, celle qui a toujours su qu'il y avait quelque chose qui clochait, elle s'est réveillée. Et maintenant, elle ne va plus dormir. Maintenant, elle va te demander des comptes. Elle va te rappeler à l'ordre chaque fois que tu diras oui alors que tu veux dire non. Chaque fois que tu joueras un rôle alors que tu veux être réel. Chaque fois que tu choisiras le confort au lieu de la vérité. Et ça va faire mal. Mais c'est une douleur productive. C'est une douleur qui fait bouger. C'est une douleur qui transforme. Parce que de l'autre côté de cette douleur, il y a la liberté. La vraie. Complète. Non négociable. Et tu mérites ça. Tu l'as toujours mérité. Tu ne savais juste pas que tu avais la permission de chercher. Maintenant tu sais. Et savoir change tout. Parce que tu ne peux plus opérer en automatique. Tu ne peux plus dire oui sans questionner. Tu ne peux plus accepter la vie qu'on t'a vendue comme vérité. Tu t'es réveillé. Et se réveiller fait mal. Mais c'est la seule façon de vraiment vivre. Alors qu'est-ce que tu fais? Maintenant, comment tu vis avec ça? Premièrement, tu respires. Tu acceptes que ça ne va pas être rapide, qu'il n'y a pas de raccourci, que tu vas devoir traverser l'inconfort, pas l'éviter. Deuxièmement, tu commences petit, une décision à la fois, un non à la fois, un moment d'authenticité à la fois. Tu n'as pas besoin de faire exploser toute ta vie d'un coup, tu as juste besoin de commencer à choisir différemment. Troisièmement, tu trouves ta tribu, pas en forçant, pas en cherchant, mais en existant de façon si authentique que les bonnes personnes te trouvent. Parce qu'elles cherchent exactement ce que tu es en train de devenir, quelqu'un de réel. Et finalement, tu pardonnes. Tu te pardonnes d'avoir mis autant de temps. Tu pardonnes aux gens qui t'ont conditionné. Tu pardonnes à l'enfant qui a mal appris, parce que personne n'essayait de te blesser. Tout le monde essayait juste de survivre comme il savait le faire. Mais maintenant, tu connais une autre façon. Une façon plus difficile, plus solitaire, mais infiniment plus réelle. Et celle-là, c'est la seule façon qui en vaille la peine.